Puis je laisse donc Michel, la parole à Michel et à la conférence, et on le remercie chaleureusement d'avoir accepté. Cette affaire de Jean-Paul Limagne, là, c'est à la suite d'un article que j'avais écrit dans les Amis de Marmoutier, car j'étais témoin oculaire de la chute de cette forteresse volante avec un copain à moi. C'était un jour de fête Dieu, on venait de récupérer les fleurs d'un reposoir, à l'époque c'était... Et quelques temps après, il y a un gars qui arrive en salopette chez moi, et bonjour Michel, oui, c'est toi qui as écrit ce truc. Ah oui, ce serait bien si on faisait venir un B-27 pour reconstituer ça. Oh, je dis oui, oui, c'est très bien, oui, oui. Il s'en va, puis je lui dis, je suis là, il vient en caboulon, quoi. Et au bout de 2 ou 3 mois, il m'appelle, j'en ai une forteresse volante, j'ai un B-17. Il existait un seul B-17 en Europe en état de voler. Il l'a trouvé, et puis il a réussi à faire financer ça par Airbus et compagnie. Mais voilà l'histoire des ailes, comment c'est, oui, les ailes libres, quoi. Les ailes de la liberté, oui. Et c'est pas pour ça que vous m'avez invité, mais... Alors, chers collègues marins, chers sympathisants, je vais vous parler ce matin des éoliennes, à la demande expresse de notre président. Mais des éoliennes en mer, puisque nous sommes tous des marins ou sympathisants, et surtout le rôle que ces éoliennes vont avoir dans le cadre de la transition énergétique. Le réchauffement climatique est une affaire maintenant que tout le monde accepte comme une réalité. Il y a encore quelques complotistes comme ça, mais enfin bon, on sait malheureusement que le réchauffement climatique est une réalité. Le GIEC, le groupement international des experts pour le climat qui dépend de l'ONU, nous donne tous les renseignements sur son origine et sur ce qu'il faut faire pour essayer de le maîtriser, ce réchauffement. Car si on ne fait rien, nos descendants auront des problèmes. Le GIEC nous dit qu'il faut que l'humanité dans son ensemble, le globe terrestre, atteigne la neutralité carbone en 2050. Sinon, le réchauffement sera irréversible. Il va dépasser 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et il va s'auto-nourrir et nos descendants connaîtront l'apocalypse, quoi. C'est malheureusement une réalité. Donc cette action, la neutralité carbone est vraiment urgente et la transition énergétique, il ne faut pas perdre de temps. Pendant les vacances de Pâques, nos arrière-petites-filles sont venues nous voir. Elles s'appellent Rose et Jeanne, 7 ans et 5 ans. Quand je les voyais sauter, courir, éclater de rire, se balancer, enfin, mordre dans la vie, être heureux comme on est heureux quand on est enfant, que tout va bien. Mais je songeais quand même, en les regardant, à la fin de ce siècle, elles seront là, elles. Alors on n'a pas le droit, hein. Donc il faut, nous dit le GIEC, pour lutter contre ce réchauffement, d'abord émettre moins et presque pas du tout de gaz à effet de serre, pas plus que la Terre peut en absorber par ses forêts et ses océans. Pour ça, il faut remplacer les énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon, par des renouvelables et décarbonés. C'est ce qui s'appelle la transition énergétique. Et c'est urgent. Alors, où en sommes-nous, nous, en France? Puis ensuite en Europe, et ensuite dans le monde. En 2017, quand le président Macron prend la tête du pays, il est bien embêté. Il navigue dans la brume, en fait, parce qu'il est soumis à une forte pression des écolos, mais aussi d'une bonne partie de la population qui lui demande d'arrêter le nucléaire. Oui, Fukushima, l'Allemagne ferme ses centrales, ils sont quand même... Bon. Il dit, bon, je vais fermer 14 réacteurs, échelonnés, on va commencer par Fessenheim, qui est la plus ancienne, ce qu'il a fait. Mais au fond de lui-même, malgré tout, c'est un homme averti, il sait bien que ce n'est pas la solution, mais remplacer le nucléaire par quoi?
Donc, dans la brume, là, il dit, il me faut un radar. Et comme radar, il prend la marque RTE, Réseau de transport d'électricité français. Il leur dit, faites-moi un rapport, vous qui êtes au cœur de l'énergie française, vous dispatchez toute l'énergie, faites-moi un rapport sur l'état actuel de notre énergie et quelles sont les solutions. Préparez-moi des scénarios pour aboutir à la neutralité carbone, nous Français en 2050, comme on s'est engagé depuis l'accord de Paris. Ces braves gens se mettent au boulot, là il y a des centaines d'ingénieurs, d'hommes très qualifiés sur le plan technique aussi. Au bout de 2 ans, ils sortent un rapport qui s'appelle Futurs énergétiques. Il prévoit 3 scénarios. 3 scénarios, mais qui sont quand même suivis un petit peu à caution. Malgré le sérieux de ce rapport, qui nous donne des statistiques très précises, mais qui fait la part belle au nucléaire, alors qu'on sait que ce n'est pas l'avenir. Et quand on sait que RTE est filiale à 51% d'EDF, bon, c'est le lobby nucléaire, quoi. Le lobby nucléaire a quand même été toujours un frein aux énergies renouvelables, en qui il voyait un concurrent, quoi. Il n'avait pas tort. Les scénarios prévoyaient donc du nucléaire et puis les bioénergies, la chaleur, l'hydraulique, etc. Et à la fin, un petit peu les énergies renouvelables, mais surtout l'éolien terrestre, un peu solaire, marin, non. Le deuxième, un petit peu de marin, le troisième, un petit peu plus, mais alors, vraiment, on voit que chez nous, la mer, pour les Français, Tabarly disait, pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils ont fini de se baigner, voilà. Alors, ils sont quand même gênés, parce qu'ils n'y arrivent pas à faire coller pour arriver à la neutralité carbone. Mais ils ont trouvé une solution qui est, à mon avis, un peu contestable. Ils disent, on va d'abord consommer moins d'énergie. Économie d'énergie. Nous sommes tous d'accord, hein, l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est celle qui est la moins chère à produire, bien sûr. Et bien sûr, isolation des logements, pompe à chaleur, voiture électrique et tout ce que vous savez, la température dans les bureaux, etc. Tout ça, c'est bien, c'est responsable. Mais ils nous disent, en 2021, la consommation totale d'énergie finale en France, c'est 1600 TWh. Pour arriver à la neutralité carbone, avec tout ce qu'on vient de dire, il faudra réduire notre consommation à 930 TWh. Mais c'est irresponsable. Réduire de 40% notre énergie, il en faut de plus en plus pour des tas de choses. Par exemple, l'informatique, les clouds, etc. Il en faut de plus en plus. Et c'est pas demain. Comment on va s'en passer maintenant ? Donc, ils ne tiennent pas compte non plus de la réindustrialisation. On n'en parlait pas trop encore il y a 2 ans, mais la réindustrialisation, elle se fait sentir maintenant, ce besoin. J'entendais ce matin, on va maintenant produire des tas de médicaments chez nous, Doliprane et tout ça. Mais ça devient urgent, il y avait des pénuries, etc. On était dépendants, trop dépendants. Et puis, mais si on continue comme ça, on va devenir une économie comme le Sénégal ou la Tunisie, vivre du tourisme, c'est pas possible. Non, donc je pense qu'après cette baisse de l'industrie chez nous, on est sur un plateau et ça commence à remonter. Donc, il faudra de l'énergie. Et de plus que la contribution du nucléaire, vous le verrez tout à l'heure, est improbable. Excusez-moi, mais... c'est pas moi qui fais... Ah, la technique, hein. En 2022, 2 événements majeurs se sont produits et qui vont mettre les pendules à l'heure, l'église au milieu du village. Le premier, c'est la guerre en Ukraine, qui, alors là, notre dépendance totale
de l'étranger pour notre énergie nous saute à la figure. Les gens sont surpris, mais c'est comme ça. Le deuxième événement, c'est le grand carénage des centrales. Ce n'est pas à vous, marins, que je vais apprendre ce qu'est un grand carénage. Les centrales de ma génération, qui ont été construites dans les années 80, étaient construites pour une durée de 40 ans. Elles ont toutes, les premières en 40 ans, passé. Donc, on va faire ce carénage en métaux à poil pour voir si on peut les prolonger. On est quand même, on a la chance d'avoir l'autorité de sûreté nucléaire qui suit ça de près. Ce sont des gens très sérieux. Et on s'est aperçu que la fatigue du métal, la corrosion, était au moins ce qu'elle était prévue par les constructeurs. Mais la surprise désagréable, c'est qu'on a trouvé des fissures profondes dans beaucoup d'endroits qui n'étaient pas imaginés, des fissures de 3 ou 4 mm de profondeur. Et ça, c'est grave. On va changer des tas de tuyaux, de machin, mais quand même, l'autorité de sûreté nucléaire nous dit, messieurs, mesdames, il ne faut pas compter prolonger ces centrales maintenant, peut-être de 10 ans, 12 ans maximum, mais pas plus. Angoisse chez nos élus, qui commencent à prendre conscience que ben, qu'est-ce qu'on va faire si le nucléaire s'arrête et puis on est dépendant. Bon. Alors, c'est la panique à bord. Ça ne s'est pas trop vu de l'extérieur, mais le président de la République, le président du Sénat, le Parlement, tous les trois convoquent d'urgence une commission d'enquête parlementaire. Et c'est un événement majeur qui est passé encore sous les radars. Je vous lis l'enquête. Commission d'enquête parlementaire visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Rien que ça. Le 30 mars, c'était en octobre, parce que l'été dernier, pendant le grand carénage, en plus, nous avons importé beaucoup d'électricité d'Allemagne. Du bon courant allemand, bien cher, produit avec du bon charbon, bien polluant. Hein. Et pendant ce temps-là, l'année dernière, EDF a perdu 22 milliards, alors que toutes les entreprises énergétiques de l'Europe, de l'Union, ont gagné de l'argent. Parce que l'énergie est chère. Le 30 mars, il y a quelques semaines, le rapport de cette commission d'enquête est sorti. Si Ouest France en a parlé, je crois le Monde. 6 mois de travail. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les commissions d'enquête, quand on a vu par exemple l'affaire d'Outreau, Benalla, etc., les députés et les sénateurs, mais ils posent des questions qui vont au fond des choses. Hein. C'est efficace. Le rapport est sorti de 490 pages le 1er mai. Le 7 avril, il a été mis en ligne. J'ai travaillé beaucoup dessus. Il y a eu 150 heures d'édition. 80 responsables au plus haut niveau de l'État et de l'économie. Je vais vous donner quelques noms simplement des politiques. Il y avait Lionel Jospin, Dominique Voynet, sa ministre, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Cécile Duflot, Martine Aubry, Manuel Valls, Arnaud de Montebourg, Barbara Pompili, Nicolas Hulot, François de Rugy et même notre Premier ministre Elisabeth Borne. Mais il y a eu 80 personnes de cette pointure-là. Donc ce n'était pas quelque chose d'anodin. La Cour des comptes, qui suivait ça de très près, parce qu'elle se mêle de tout, hein, elle nous alerte sur cet effondrement qui est programmé de la production d'électricité nucléaire et nous annonce donc un manque quasi certain d'électricité en France à partir de 2035. Nos politiques sont vraiment devant un problème.
Or, ce manque d'électricité serait jusqu'en 2047. Pourquoi 2047? Parce que là, c'est l'arrivée prévue des EPR2. Mais EPR2, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prototype. Ce sont des épures dans des cartons. Et on peut être sceptique quand on voit le scandale du fiasco du nucléaire actuel avec les EPR1. Je vais vous donner quelques chiffres. La triste réalité est là. En 2000, EDF ouvre son chantier, son premier EPR à Olkiluoto en Finlande, qui devait être mis en service en 2009. Il a été mis en service le 17 avril dernier. 14 ans de retard, 15 milliards de surcoûts et des amendes à payer à la Finlande, je ne sais pas combien. Le second est mieux connu des Français, c'est Flamanville, lancé le chantier en 2006. Il devait être mis en service en 2010. Il sera probablement mis en service cette fois-ci l'année prochaine. Ça fera 14 ans de retard, 20 milliards de surcoûts. Enfin, on peut être sceptique, voyez-vous. Le nucléaire n'est pas la solution. Si ces EPR2 sont là et fonctionnent, tant mieux, parce qu'on aura besoin de tout le monde, vous allez voir. Alors, mais dans tout ça, il y a du positif. Et un gros positif pour moi. Parce que l'avenir énergétique de notre pays, se présente enfin. On le voit devant nous, ce qui va se passer. Et c'est angoissant. Et ça va faire tordre le nez à beaucoup. Parce que maintenant, tout repose sur le nucléaire, sur les renouvelables. Point. Et on n'en sortira pas. Tout repose sur le renouvelable. Heureusement, l'humanité a fait émerger deux énergies nouvelles qui vont nous sortir de là en 30 ans. Le solaire et l'éolien, en 30 ans, il y a 30 ans, on savait que ça existait, mais il y avait des éoliennes pour les jardins, il n'y avait pas encore pratiquement de panneaux solaires. Le solaire, pour la petite histoire, c'est en 1839 que M. Becquerel a communiqué à l'Académie des sciences sa découverte, c'est-à-dire qu'on met un gel de cristal de silice, par exemple, sous un rayon du soleil, et tout de suite, il y a une énergie électrique qui apparaît. Et il était du Croisic. Ces deux énergies font des progrès, et vous allez voir que nous allons, nous, l'humanité, nous en sortir en partie, en grande partie, ou presque exclusivement avec ces énergies. En 2020, il y a un événement, moi, que je considère le plus important depuis le début du siècle, qui est aussi passé sous les radars. Mais je suis persuadé qu'en 2100, les écoliers apprendront que oui, en 2020, les hommes ont assisté à un événement grâce auquel ils ont pu maîtriser le réchauffement climatique. Alors, quel est cet événement? C'est tout simple. En 2020, mais brutalement, les deux énergies, solaire et éolien, ont connu une baisse drastique de leur prix de revient de l'électricité qu'ils produisent, grâce à des progrès vraiment très importants. Ces deux énergies sont pas matures, mais ont une maturité suffisante pour maintenant être exploitées avec bénéfice. Là, vous avez plusieurs affiches que j'ai laissées. La première, c'est la photo d'une pale d'éolienne en construction de 115 mètres. Mais là, la deuxième affiche, c'est le coût des énergies comparées, renouvelables, éoliennes, à terre, en mer, etc. Donc vous verrez le vrai coût des énergies. C'est une page Ouest France. Hein. Le monde est devenu capitaliste. Vous vous demandez pourquoi je vous dis ça. Hein.
Pourtant, c'est fondamental. Investir dans ces nouvelles énergies, aujourd'hui, va rapporter beaucoup d'argent au consortium du monde spécialisé dans les secteurs énergétiques. En ce qui nous concerne, nous, les éoliennes en mer, c'est au premier rang les compagnies pétrolières qui savent qu'à partir de 2030, ça c'est programmé par l'ONU, hein, à partir de 2030, la demande de pétrole va baisser parce que les énergies renouvelables vont commencer à faire sentir leur essai. Donc, elles savent qu'il faut qu'elles trouvent une solution de remplacement. Et on le rapporte sur un plateau parce que le capitalisme, c'est pas parfait. Ça cherche le profit, parce que c'est son sang, il y a des inégalités et tout ça, mais il y a une qualité quand même, c'est que le capitalisme, c'est l'efficacité et la rapidité. Et ça tombe bien parce qu'on est pressé là. Si le monde est devenu capitaliste, il y a une raison. Bon, les grandes économies collectivistes russes et chinoises, on connaît. La Russie, c'est un capitalisme mafieux. Je suis payé pour le savoir, et mon fils aussi qui continue. La Chine, par exemple, par contre, mérite notre attention. Pendant les décennies Mao, les Chinois mouraient de faim. C'était des famines à répétition. Grand bond en avant, révolution culturelle, enfin c'était un... Bon. Quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir en Chine, c'est un homme rusé, il a dit « Moi, qu'un chat soit noir, qu'un chat soit blanc, je m'en fous, pourvu qu'il attrape les souris. » Et il a mis ce principe en application dans son économie en faisant entrer une dose de capitalisme et de libéralisme. Et vous avez vu depuis, bon, donc il n'y a pas photo. Les grands énergéticiens du monde salivent de voir les chantiers qui se préparent. Bon, nous avons l'exemple ici des petits parcs, enfin des parcs Saint-Nazaire et Marmoutier, mais qui sont équipés d'éoliennes obsolètes, trop petites. Mais les chantiers ont été passés il y a 15 ans ou 14 ans, et puis les recours, enfin, de tous les opposants ont fait perdre du temps, gagner pour eux, enfin bon. Saint-Nazaire, ce sont des éoliennes de 6 MW et Marmoutier de 8 MW. Ces parcs produisent à plus de 100 € le mégawattheure. Mais le parc de Dunkerque, qui a été adjugé il y a 2 ans, utilisera, lui, des éoliennes de 12 MW. Les pales que vous voyez là. Avec des éoliennes de 12 MW, le contrat est passé avec l'État à 45 €. C'est-à-dire, c'est le moins cher de toutes les énergies. L'éolien en mer est moins cher que toutes les autres énergies. Maintenant, j'hésitais à vous le dire, parce que le troisième, c'est le parc éolien de Centre-Manche, qui est en gestation, qui va être attribué incessamment. Parce que ce parc-là, il ne comportera que 47 éoliennes. Il aura une puissance installée de 1 gigawatt, c'est-à-dire un réacteur nucléaire. Il utilisera des éoliennes de 21, quelque chose mégawatts. Les parcs futurs, qui sont dans les cartons, qui vont être, après la planification dont on va parler, qui vont être, comme ça a été dit, mais le parc de Centre-Manche, justement, ne sera pas opérationnel avant 2031. C'est une industrie lourde, mais les parcs qui suivront, de même type, auront 100 éoliennes, et ce sera l'équivalent d'une centrale nucléaire. Un parc éolien de 100 éoliennes aura la même puissance installée qu'une centrale nucléaire. Le facteur de charge, qui est aujourd'hui, disons qu'il faut une fois et demie plus de puissance installée d'éolien en mer pour avoir la même capacité de production que avec la même puissance installée du nucléaire, il faut une fois et demie plus. Mais
les éoliennes de 21 MW vont attraper les couches de la stratosphère, des couches supérieures où le début du jet stream, si vous connaissez ça, autrement dit, il y aura un vent quasiment permanent en bout de pale. Donc là, le facteur de charge va diminuer. Enfin, voilà. Mais ces parcs ce seront des budgets de 7-8 milliards au tarif d'aujourd'hui, et ça intéresse beaucoup ces grands capitalistes. Et c'est pour ça que ça va se faire. Les grandes compagnies américaines, européennes, etc. Alors nous allons assister au début du contre-choc pétrolier. Je me souviens, en 1973, lors du premier choc, les autoroutes étaient vides. On se demandait ce qui nous arrivait, mais c'était un choc. Les pays arabes qui ont vécu dans l'opulence jusqu'à maintenant, pendant une cinquantaine d'années, savent que ce contre-choc arrive. Mais elles ont le temps pour se préparer et elles vont le faire. Elles bénéficient d'espaces immenses dans leur désert, d'un soleil généreux, et elles ont l'argent. Elles ont montré ce qu'elles savent faire. Elles ont fait sortir des villes ultramodernes dans les déserts. Ils ont pris des positions dans l'aéronautique mondiale. C'est là où ils pouvaient agir, remarquables. Et là, ils vont construire d'énormes centrales solaires qui feront de l'hydrogène. Et au lieu d'aller chercher du gaz souterrain, on ira chercher de l'hydrogène chez eux. À mon avis, la France n'en aura pas besoin, car nous avons le plus grand, avec les États-Unis, le plus grand domaine maritime au monde. On fera beaucoup de progrès encore dans l'éolien marin et avec des perspectives. Je suis beaucoup plus explicite dans le livre que je viens d'écrire, Les marins pêcheurs face aux éoliennes en mer. Vous en avez, si vous en voulez, à la fin de ma conférence, pendant le verre de l'amitié, vous pourrez en acheter à notre trésorier, au prix de 5 €. Par contre, il y a un petit opuscule de 8 pages, ça que j'ai mis à côté, je vous demande de le lire. Avec 8 pages, vous serez édifié sur ce que fait l'Écosse, par exemple, et que nous pourrions faire. Nous avons des énormes possibilités. Bon, tout ça va se passer dans la zone économique exclusive. Mais vous serez peut-être surpris, mais notre zone économique exclusive, qui est entre 12 et 200 000, n'est pas sous juridiction française. C'est sous juridiction européenne, comme toutes les zones économique exclusive des pays de la communauté, riverains de mer ou d'océan. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur nos côtes? Nous allons assister à une prolifération des parcs offshore. Les pêcheurs s'inquiètent. Ils ont l'impression qu'un bulldozer arrive et il va tout bousculer sur son passage, et puis ils vont être marginalisés, et puis voilà. Heureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Je prends un exemple aussi. Les pêcheurs, c'est normal qu'ils s'inquiètent. Quand on est dans l'incertitude, prenons le cas de Saint-Brieuc. C'est la dernière affiche. Saint-Brieuc, il y a eu un ramdam. Tous les pêcheurs de France se sont regroupés là-bas. Il y a eu des manifestations d'inquiétude. Ils ont eu raison de faire ça. Mais il y a toujours des gens qui prennent, comment dirais-je, qui cherchent à prendre une importance dans ces genres de situations. Il y avait des pseudo-scientifiques qui leur disaient, avec le battage des pieds, vous savez, le son c'est pas vous, les sous-mariniers, que j'apprendrai ça, se propage très vite. Et les coquilles Saint-Jacques qui sont là, vos parcs, ils ne vont pas se reproduire et vos stocks vont baisser, etc. Bon. C'est normal qu'ils s'inquiètent. Surtout qu'ils venaient de faire une année exceptionnelle de 13 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques. Et ce sont des gens qui gèrent au cordeau leur potentiel.
Cette année, évidemment, avec le parc, les résultats viennent de tomber en mai, c'est pour ça que j'ai affiché, ils ont fait 16 000 tonnes. Record historique, jamais espéré. Leur stock en mer est de 85 000 tonnes. C'est le hasard qui veut ça, mais c'est pour vous dire que des fois on a peur avant d'avoir mal. Alors, l'Europe a la main sur nos zones. Et depuis 3 ans, elle demande aux pays riverains du nord d'Europe, nous, de planifier leur espace maritime. C'est parce que, alors, une négociation de cet espace maritime se met en place dans tous les pays, même en France. On a un peu de retard, mais pour une fois, pas trop, parce qu'il y avait les élections présidentielles et puis après les élections professionnelles des marins-pêcheurs. Mais c'est parti. Monsieur Eric Benel, c'est l'avant-dernière, est à la tête de la cellule qui va dans le secrétariat d'État à la mer, et M. Berville. C'est lui qui dirige ça. Et ce n'est pas une demi-pointure. Et le calendrier va être tenu. Je crois que le débat public, ce sera à l'automne. Et la planification sera prête l'année prochaine. Donc, mais ça va commencer à l'automne. Donc, le livre que j'ai écrit, c'est pour les marins, pour les préparer. Et je l'ai envoyé aux politiques au plus haut niveau. J'ai des réponses incroyables. Les politiques sont mûrs pour ça. Et j'ai reçu au plus haut niveau de l'État des réponses sur plusieurs pages. En disant que, d'ailleurs, mon livre a été acheté dans les milieux ministériels et notamment le secrétariat d'État à la mer. Donc, alors, les pêcheurs. Les pêcheurs, dit la communauté européenne, doivent participer à ces négociations, mais au stade précoce, pour préserver leur zone de pêche essentielle. Par exemple, dans le surroi de Belle-Île, il y a une vasière, un Pinmar pareil, où on pêche la langoustine au chalut. Et dans les parcs, on ne pourra pas pêcher au chalut a priori. Autrement, dans les pays où il y a beaucoup de parcs, vous n'entendez jamais les pêcheurs rouspéter. Saint-Nazaire, les pêcheurs ne disent rien. Ils pêchent dans le parc de Saint-Nazaire, ils mettent leur casier, leur palanque comme avant. Enfin, pas tout à fait comme avant, parce qu'ils sont moins emmerdés par les autres activités humaines, la plaisance et tout ça. C'est interdit. Donc, bon. Mais enfin, c'est normal qu'ils soient inquiets. Parce que cette planification, c'est en fait le partage de la mer, qui n'a jamais existé. Quand j'étais mousse, j'embarquais à la voile, à l'époque, et nous allions du Portugal à l'Irlande pêcher le thon. Et on travaillait aussi pas mal dans le Golfe. Et on voyait les cargos à vapeur, à charbon. Il y avait les lignes Gijon-Berméo-Santander et la ligne Ouessant-Finistère. Ça nous servait, nous, à réduire notre incertitude d'estime en longitude. Parce que la latitude, c'était beaucoup plus simple. Mais on voyait un cargo tous les jours, ou des fois pas du tout. Donc la mer, nous la considérions comme à nous, le littoral ici tout près, on était les seuls à pêcher. On considérait que c'était nous. Les pêcheurs se sont un peu frustrés. La mer, c'était comme la terre pour le paysan, quoi. Et puis on croyait que la mer était inépuisable à l'époque. Alors pourquoi est-ce qu'on partage la mer ? Parce qu'il y a des nouvelles activités qui arrivent. Je vais faire un petit, pas exhaustif, un petit listing, quoi. La pêche et l'aquaculture. L'aquaculture va prendre de la place parce qu'on va cultiver des algues, des nouvelles méthodes en filière pour les moules, etc. Les activités pétrolières qui n'existaient pas, les éoliennes offshore qui arrivent en quantité,
les transports maritimes qui sont en puissance et en vitesse beaucoup plus importants, les extracteurs de granulats et de minéraux, les zones protégées dont on parlait, et il y en a pas mal, les zones d'entraînement militaire, c'est pas maintenant qu'on va les supprimer, hein. La plaisance qui n'existait pas, les fermes solaires. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais il y a déjà 3 fermes expérimentales solaires dans le Nord, malgré la houle, et les résultats sont encourageants, 10% de plus que le terrestre, parce qu'il n'y a pas de poussière. Bon, il y a aussi le foisonnement des câbles, qui sont devenus, la guerre d'Ukraine le démontre, une cible stratégique en cas de conflit, etc. L'archéologie sous-marine, etc. Alors qu'avant, nous étions seuls. La négociation qui démarre sera au contraire une chance pour les pêcheurs. Ils vont conserver leurs zones essentielles et ils pêcheront dans les parcs ou à côté même. Parce qu'ils pourront, à ce moment-là, programmer, acheter des bateaux. Ça coûte cher, les bateaux, 2-3 millions, les bateaux de pêche. Hein. Et investir comme ça, il faut assurer de l'avenir. Là, ce sera inscrit dans le marbre européen. Il y a 2 principes intangibles qui seront respectés, on ne peut pas faire autrement dans ces négociations. L'impérieuse nécessité de capter les énergies qui sont en dehors des dunes, là, hein, inépuisables, bon marché et non polluantes. Le deuxième principe, c'est que les pêcheurs, dans l'intérêt public aussi, devront pouvoir prélever les quantités de poissons, mollusques ou crustacés que la nature permettra de le faire dans le cadre d'une gestion optimum des stocks. Cette gestion est déjà faite par l'Europe d'une manière satisfaisante. Voilà. Donc, vous n'entendez pas les pêcheurs ici bouger beaucoup, même avec ces parcs. Les principaux responsables des pêcheurs, je leur ai envoyé mon livre avant de le publier, chez le Ravi. Ils sont plutôt positifs. Ils ne sont pas forcément à 100% d'accord avec moi, mais enfin, c'est une aide, je pense, à la négociation. Voilà, moi j'ai été ici marqué par les éoliennes parce que j'ai été le seul, lors de l'enquête publique, à dire, voilà, moi je suis pour les éoliennes parce que je considère qu'elles vont peut-être réduire le réchauffement climatique, donc réduire la montée des eaux, et ce serait bon pour mon île. Mais ça m'a valu des agressions, je ne pensais pas. Et ces agressions sont faites par des gens avec qui on ne peut pas discuter, mais verbales, hein, mais violentes, des fois humiliantes devant ma femme. Voilà. Donc, c'est sans doute parce que je suis marqué que Fabien m'a demandé de vous raconter tout ça. C'est ma ultime dernière conférence, parce que je suis un vieillard. Je n'ai plus le charisme d'avant, j'ai ma voix qui était raillée, et puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Merci de votre attention. Bien évidemment, si vous avez des questions, Michel est là pour vous répondre, et puis moi aussi, si vous avez des questions particulières sur le territoire, je suis là pour vous accompagner. Moi, c'est une question d'esthétique. C'est quand je vois que ces grandes pannes là, qui tournent partout, là, ça, je sais pas, ça dépaysage l'environnement. Imaginez-vous quelqu'un qui a une maison quelque part, qu'on lui met par exemple une éolienne à côté de chez lui, ben, je trouve que c'est pas beau. Donc c'est une question d'esthétique, moi. Moi, c'est ça qui me déplaît. Mais non, je suis pour le pandérisme, c'est vrai, mais une question esthétique, moi je suis contre. Voilà. Oui, c'est le reproche qu'on fait souvent aux éoliennes. Je vous dirais simplement que s'il n'y a plus personne pour les regarder après. Ben oui, parce que sans ça, l'humanité, il n'y aura plus personne si vous êtes contre ça. J'ai vu des éoliennes peintes, mais peintes vraiment, vous savez, nuages bleus, avec des oiseaux, quelque chose de c'est bête à dire,
Très joli. Alors, les éoliennes, tu vas me dire que c'est beau quand même, non? Ça dépend du goût, mais il y a 250 000 pylônes. Il y a 250 000 pylônes électriques, personne ne dit rien sur le. Bon. Mais enfin, c'est une. À l'éolienne terrestre, je suis beaucoup plus nuancé parce que je ne suis pas compétent. Mais en mer, ça va se passer hors de la vue. Bon. Et que les éoliennes vont s'éloigner du bord. Oui. Et on ne les verra plus. Elles vont être beaucoup plus loin. Si vous m'avez entendu. C'est ça. Ce que dit Alain est totalement juste, parce qu'en fait, on a une filière française qui est en train de se développer sur l'éolien flottant. La première, c'était Flottagen au Croisic, elle est désormais mature. Et en Méditerranée aussi, par la profondeur, ils vont être obligés de développer que l'éolien flottant. Ils vont s'éloigner à minimum de 50 km des côtes. Et donc, en plus, le jet stream, comme l'a dit Michel, est beaucoup plus important. Donc, on a des rendements qui seront de 30 à 40 fois supérieurs à ce qu'on fait sur déjà des 12 mégawatts. Oui, l'essentiel va se passer hors de la vue des gens, parce que c'est dans la zone économique entre 12 et 200 000, c'est-à-dire 360 km. Quand vous aurez une éolienne à 360 km, ça ne vous dérangera pas. Et il faut parler également de l'arrivée de l'hydrogène pour lutter contre l'intermittence des éoliennes. Grâce à l'hydrogène, on va pouvoir stocker l'énergie au pied des éoliennes et venir ramasser l'énergie, ce qui limitera les câbles à tirer des éoliennes à terre. Et ça va être une révolution également. Alors, l'Europe a prévu que l'hydrogène sera fait sur les éoliennes, parce que ce sont des monstres, et ce sera acheminé à terre par des hydroducs. Et nous avons une chance énorme, ce sont nos TAF, nos territoires austral et antarctiques français. Nous avons d'abord les îles éparses, qui sont dans le canal du Mozambique entre les Comores et Madagascar. Ces îles seront des îles énergétiques, comme ils en font à grands frais dans la mer du Nord. Elles seront entourées d'éoliennes. L'hydrogène se fera ou à terre ou sur des SPSO, et on ira charger non pas au golfe Persique, mais chez nous, si on est dynamique. Alors, nous vendrons du vent, parce que nous vendrons des espaces, comme les pétroliers ont vendu des box pour forêt, on vendra, parce que nous, on a le plus grand. Ensuite, on a une autre source, mais alors ce sera pour nos petits-enfants, ce sont nos archipels français, c'est encore les TAF, dans le milieu de l'océan Indien. Les archipels, le Crozet, Kerguelen, Amsterdam. L'archipel de Crozet, c'est 300 îles et îlots. Il y a du vent à chier partout, et toute l'année. Et là, d'énormes éoliennes seront tractées là-bas, l'hydrogène sera fait sur place, et ça, c'est les générations d'après. Mais on sent que l'avenir est là. Maintenant, actuellement, les éoliennes qui sont plantées ici, bon, c'est là, mais c'est très peu. Les grands parcs dont je vous parle, Centre-Manche et tout ça, sont dehors. Les éoliennes flottantes en France sont à... Hervé Berville me l'a écrit il y a quelques jours. Les trois premières fermes seront opérationnelles l'année prochaine. Les flotteurs sont déjà à l'eau, à Fos-sur-Mer, et ce sera en face de Port-la-Nouvelle. Port-la-Nouvelle, où il y a déjà un môle énergétique avec une zone de réception de l'hydrogène, déjà. Carole Delga est très en avance. Le port de Saint-Nazaire, ce qui va freiner, ce sont parce que les pétroliers vont aller très vite, ce sont les ports. Les ports, on peut saluer la clairvoyance des dirigeants des ports français. On est gâté par la géographie. Hein. On a Saint-Nazaire, Le Havre, Dunkerque et Brest qui sont déjà sur les rangs. Il faut des longs quais avec de la profondeur au pied, parce que les éoliennes flottantes ne seront pas construites à terre, c'est pas possible. L'éolienne qui soutiendra ces pales-là de 12 MW est assis sur un flotteur qui fait 1 hectare quand même. On est dans le gigantisme, et encore c'est tout petit. Ce qui nous attend, c'est l'industrie très lourde. C'est pourquoi que les gros industriels salivent devant ces chantiers qui se préparent.
Saint-Nazaire a déjà un quai de 500 mètres où on mettra 4 éoliennes en chantier comme ça. Et 500 mètres du quai à charbon qui est alimenté Cordemais, qui va être mis aussi, ils vont avoir 1 kilomètre. Ils mettront 8 éoliennes en chantier. Mais c'est ça qui va prendre du temps. Demain, la Palisse va s'équiper et Bordeaux aussi. Voilà, mais c'est parti. Alors pour les marins aussi, il va y avoir beaucoup de postes de marins. Parce que chaque parc, c'est 100 personnes qui sont affectées à l'entretien. On embauche 100 personnes à l'entretien, c'est complexe. Hein. Et pour amener tous ces gens, il faut des bateaux, des crews transfert vaisselle. Et il y a plusieurs marins sur chaque bateau. On va créer énormément sur la côte de postes de marins français. Alors là, il faut veiller que ce soit des marins français. Hein. Quelles sont ces sociétés qui s'occupent de ça? C'est la France? Alors, Ou c'est l'étranger? ce sont pour le moment des étrangers parce qu'il y a tellement eu de... attendez, il y a tellement eu de recours ici en France qui ont retardé, eh bien les autres ont pédalé pendant ce temps-là. Il y a l'armement d'Elmas qui est dedans. Par contre, les Méditerranéens ont une initiative. Ils ont créé une coopérative pour des pêcheurs, pour former leurs gens et pour que leurs enfants ou qui maîtrisent cette... comme c'est tout neuf là-bas, ils vont maîtriser ce chantier d'aller et retour. C'est compliqué une éolienne, hein. C'est une usine. Hein. Et le prix d'une éolienne, c'est combien? Je sais que le parc ici, c'est 2 milliards par parc. Alors, il y a 60 et quelques... Il y a combien d'éoliennes ici? 62 et un peu plus... Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Il n'y en aura que 60 parce qu'il y a une faille, mais enfin c'est 60 Un peu moins ici parce que qu'elles sont plus importantes. Et la première réunion publique, c'était 120. Oui, parce C'était qu'elles donc, étaient il y a encore une plus évolution petites. technologique importante. Elles étaient plus petites. Puis, Voilà, c'est ça. Au fur et à Moi, mesure je crois que la première réunion publique, ça devait être en 2001-2002, je sais pas trop, je suis allé, et donc on parlait, je crois, à l'époque de 120 éoliennes. Oui, c'est exact. Donc finalement, tous les recours qui ont été faits pour des gens qui n'en voulaient pas, ça a presque servi l'industrie parce qu'on a cherché et on a réduit le nombre. Oui. Peut-être Oui. que ça a été un petit peu un impact. Oui, c'est un avantage, si vous voulez, mais heureusement que tout le monde n'a pas fait comme nous, que les gars du Nord, ben, ils ont progressé. Et aujourd'hui, ce sont eux qui viennent implanter leurs usines, monter nos parcs, etc., parce que on loupe le coche. Après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, ce que dit Michel, c'est que l'Europe du Nord a commencé un peu avant nous, mais déjà, ils sont dans la deuxième phase. Il y a des démantèlements qui commencent à se passer et ils vont se doter d'engins plus performants. Donc, bien évidemment, et comme pour Saint-Nazaire, en fait, ils sont installés pour 40 ans. Et dans 40 ans, bien évidemment, le démantèlement est prévu dans le budget de construction et on remplacera, bien évidemment, par des choses plus performantes au fur et à mesure. En fait, c'est le début d'une nouvelle ère. Il faut bien comprendre ça. Absolument. Mais Michel, je voudrais vous poser une question sur la volonté politique. C'est-à-dire que nous faisons partie de la génération qui a connu l'expansion du nucléaire, Et on avec était fiers. une volonté politique qui était forte, c'était celle du général de Gaulle, et qui, contrairement aux informations qu'il avait, qui lui venaient de l'extérieur, et notamment des États-Unis, a marqué sa volonté de faire du nucléaire et de le faire progresser. Et je ne ressens pas maintenant, en 2023, la même volonté politique de mettre la gomme, de mettre l'éolien au centre de nos préoccupations. J'ai l'impression qu'on est encore en France dans un débat entre les individus, les diverses factions ou idées qui sont générées par les associations et autres, et cette volonté politique est pour moi inexistante à l'heure actuelle. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous partagez cette... Jusqu'à maintenant, oui. Mais maintenant, je viens de vous dire qu'après ces événements qui viennent de la guerre en Ukraine, la grande enquête publique, etc., les lois se succèdent et accélèrent. Maintenant, c'est parti. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est bien beau de dire oui, ça fait ci, ça fait ça, mais il n'y a pas d'autre solution. Tout repose là-dessus maintenant. Donc les politiques, ils vont y aller à fond. Hein.
Parce que la loi qui a été votée, c'est une loi transpartisane. Ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas un parti qui a dit non, c'est la loi transpartisane et il y a eu une majorité générale. Ça veut dire quelque chose quand même. Si. Il y a une prise de conscience. Pour finir, avec le disait Michel, bien évidemment, on parlait du GIEC tout à l'heure. Et donc, on a créé un GIEC régional. Donc, vraiment, là, l'urgence, elle est là. Et comme le dit Michel, on n'a plus le choix. Il faut décarboner absolument. Autrement, ça va devenir invivable pour les générations futures. Et ça nous oblige. Voilà. Merci à tout le monde. Merci encore, Michel. On va passer au